Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis profondément ravie de recevoir la meilleure chef pâtissière au monde de l'année 2023, the one and only Nina Métayer. Je me rappelle à l'époque avoir été saisie par ton parti pris très fort, avec une vraie démarche responsable autour des fruits de saison et surtout du sans sucre ajouté. Je te jure que je me revois avoir cette conversation avec ma maman qui m'avait dit « faut absolument que tu l'aides dans la leçon ». Elle est très investie dans mon podcast. Toi qui es passé par les plus prestigieuses maisons, tu es désormais à la tête de la tienne, délicatesserie. Tu viens d'ouvrir Destination, ton corner conçu comme un écrin à la Saint-Maritaine, à tester absolument. Et moi, je te le disais pour te faire honneur, je me suis habillée aujourd'hui couleur chocolat. J'espère que ça te plaît. Hello Nina. Bonjour, merci beaucoup. Je suis ravie, ça me plaît beaucoup. Aujourd'hui, on va parler non pas d'un, mais de deux échecs à toi, mais qui ont tous les deux donné lieu à des moments de vie absolument extraordinaires. Tu m'as confié hors micro, non seulement que tu ne te destinais pas à être pâtissière, mais surtout que tu n'aimais pas le sucre, pas les pâtisseries, et encore moins cette discipline. Oui. On commence fort là pour le coup. Oui. Non, c'était vraiment à l'opposé. Alors peut-être que pour resituer, on va repartir au début. Au début, je suis une enfant qui a du mal à tenir en place et comme beaucoup d'enfants aussi, on reste à l'école, écouter toute la journée, ça peut être compliqué. Et puis j'ai toujours eu pas mal de difficultés où je me donnais quand même les moyens, j'essayais de travailler, mais je voyais bien que les résultats n'étaient pas forcément à la hauteur. J'étais un peu moyenne dans tout, j'étais pas nulle, mais j'étais un peu moyenne. On m'appelait la Marie Brasbeur et je trouve que c'est fort à propos ici parce que on était deux Marie Brasbeur, quoi. Voilà. Non, j'ai tenté d'essayer de faire du piano pendant 13 ans quand même. Okay. Mais j'ai même presque redoublé le conservatoire. Genre, c'est ce qui n'arrive absolument jamais, quasiment. On peut pas être la meilleure au monde partout, Nina. J'ai fait du théâtre, mais c'est pareil, je retenais pas mes textes. J'aimais bien l'ambiance théâtre. Mais évidemment, je me destinais pas au grand rôle. J'étais contente avec cette ambiance et je persévérais, hein. Mais je voyais bien que je n'avais pas de compétences particulières. Et finalement, ce qui se passe, c'est que donc je travaille un peu sur les marchés. Ensuite, je pars au Mexique et puis au Mexique, je me prends en amour pour ce pays. Et à ce moment-là, je me dis que comme on me demande si je sais faire du pain parce que je suis française, et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, les Français ne savent pas faire de pain. Ok. Parce que c'est les boulangers qui savent faire du pain. Oui, c'est Mais vrai. est-ce que les gens à la maison, ils savent faire du pain ? Absolument pas. Non, donc me voilà encore face à ma difficulté, c'est-à-dire que je suis française, ils me demandent de leur faire du pain, et là encore, non, je ne sais pas en faire. Tu vois la déception dans leur regard en mode, tu sauras quoi du coup? Je ne sais pas faire de pain. Donc je retourne en France et je décide de faire un CAP en boulangerie, juste après mon bac. Donc je passe quand même mon bac, parce que c'était il y a 20 ans, donc il y a 20 ans, la boulangerie, c'était quand même pas le métier le plus envié. C'était un métier qu'on envoyait. C'était un peu. Alors, mis à part, sauf en étant petit-fils ou fils de boulanger, il y avait aucune fille dans ces métiers-là, sauf si petite fille ou fille de boulanger. Il y avait que ce type de profil-là en tant que femme dans les écoles de filles, dans les écoles de boulangerie. Et surtout, c'est pas un métier au départ qui fait rêver et quand je dis ça quand je dis au directeur ou alors au prof, etc., qu'après mon bac, je vais faire mon CAP, c'était c'est bon, elle est en crise d'adolescence, elle va... Ouais, c'est d'une justesse folle. Il y a un certain snobisme à cette époque-là, on peut le dire. On doit être à peu près de la même génération. C'est si tu échoues, tu finiras boulanger. Oh, exactement. Ouais. C'était ça. C'est... Et c'était à la limite, tu gagneras mieux si t'es mécanicienne, quoi. Donc choisis bien ce que tu veux faire. Et me voilà partie dans la boulangerie. Alors au départ, moi, je sais même pas si ça me plaît, hein. Moi, mon but, c'était vraiment simplement d'aller habiter au Mexique en faisant de la boulangerie. Ok, donc t'avais une ambition et une envie de bosser qui était profondément là. Et c'est presque un heureux hasard, en fait, la boulangerie.
Bah oui, parce que alors l'amour pour le travail, je l'ai eu très jeune sur les marchés. Je me suis rendu compte qu'en fait, grâce au travail, j'avais cette autonomie et cette liberté financière qui a été incroyable. Donc je l'ai eu très jeune. Je l'ai eu aux alentours de 14 ans. Et donc j'avais pas peur de travailler. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été assez simple pour moi. Bah je travaille, à la fin de la journée, je gagne mon argent et après j'ai mon indépendance financière. Donc pour moi, ça m'a jamais fait peur, cette indépendance financière, etc. Par contre, ce que je voulais, c'était juste trouver, pour moi, le travail servait à accomplir son projet. Donc je me dis, pour accomplir mon projet au Mexique, en tant que Française, je monte ma boulangerie française au Mexique, je peux être indépendante au Mexique et j'apporte une compétence française, donc ça a du sens. Et je peux faire la fête avec mes amis. Supplément très important. Tu vois, c'est drôle ce que tu racontes parce que j'avais une ambition qui était similaire dans un autre domaine. Moi, c'était la coiffure, ultra dénigrée. Comme toi, tu sais, être coiffeuse, quoi. C'est pas pour les gens intellectuels. Pourquoi est-ce que... Moi, j'adorais ça, la coiffure. Comme toi, j'étais Marie Bresber en cours et je me disais, je vais tout donner et je vais devenir la meilleure coiffeuse française à New York. Ce truc de l'esprit français qu'on voulait mettre à l'étranger, mais ça démontre de toi une force de conviction, une envie de bosser, une motivation. Enfin, quand on y réfléchit et qu'on prend un peu de recul, c'est hyper flatteur que ça raconte de toi à l'époque, tu vois. Bah, l'artisanat a vraiment repris son essor depuis quelques années. C'est très beau parce que c'est vrai qu'on sectorisait avant l'intellectuel et le manuel. Et ça n'allait pas ensemble. Il fallait choisir. C'est pareil, on était soit bon en français, soit bon en maths. Bon, moi, j'étais bon ni en français, ni en maths, ni en histoire géo, ni en... Bah, c'est ça, c'était mon problème. Bah, non, je ne sais pas. Et je me décide à passer mon CAP en boulangerie et je me dis, ça va être à ma hauteur, moi comme c'est des études qui sont un peu dénigrées et je me dis, bon, bah, moi, a priori, je vais y arriver. Donc, je me lance là-dedans. Et j'ai de la chance d'être dans une famille où il y a pas de différence entre hommes et femmes. Ma mère et mon père, ils ont des carrières, chacun. J'ai eu des femmes entrepreneuses dans ma famille. Donc, à ce moment-là, je me rends pas compte que être une femme, ça pourrait poser un problème. Et donc, j'arrive sur le marché de la boulangerie. Moi, j'étais sûre que j'allais trouver un boulot rapidement, facilement. J'avais un bac. J'avais eu des expériences professionnelles depuis mes 14 ans. Donc, j'étais dans la vie active depuis mes 14 ans, en plus de mes études. Donc, pour moi, je pensais pas du tout que ça allait être un problème. Et je me retrouve confrontée à une quinzaine de boulangeries qui me ferment leurs portes en me disant, bah non, t'as pas la carrure. Toi, ton profil, il va en vente. Et tu tiendras pas de toute façon au fournil. Mais ça, on te l'a jamais dit durant tes études, en plus, on est d'accord? Alors non, parce que j'avais pas commencé. En fait, on cherche un apprentissage au début du CAP. Donc tout va ensemble en même temps. C'est-à-dire qu'après mon bac, je cherche un apprentissage pour commencer mon CAP. Donc c'est en alternance. Donc là, il faut trouver son maître d'apprentissage et parce qu'il y a 2 semaines de cours, 2 semaines d'entreprise, une semaine de cours, etc. Ok, donc toi, tu te prends beaucoup de portes. Ça doit te faire... ça doit être extrêmement perturbant parce que tu pars la fleur au fusil toute contente et... Bah alors oui, mais comme j'étais persuadée qu'il se trompait, parce que moi, je suis persuadée que je peux y arriver. Je me dis pas que c'est impossible, je me dis juste, bah... on va en trouver un qui va comprendre que je peux le faire. Et justement, tu trouves la personne qui peut comprendre. Voilà. Et donc, du coup, je vais dans cette boulangerie qui est quand même très loin de chez moi à l'époque. C'était quand même une vingtaine de minutes à vélo. Sachant que quand on commence à 2-3 heures du matin. Oh la vache. Hiver comme été, quand il pleut ou quand il neige, voilà, on y va. Oui, on réfléchit à son temps de trajet, là. Oui, surtout en dehors des transports en commun. Enfin, c'est la nuit, quoi. C'est des travails de nuit. En tant que femme, voilà. Et je me dis, bon, cette boulangerie, elle m'a l'air vraiment chouette. Elle est loin, mais on va la tenter. Et je me rappelle toujours du jour où je suis rentrée dans la boulangerie. Je dépose mon CV. Il y avait le patron derrière, Denis Baron. Et en fait, il me dit, OK, tu peux commencer quand? Je fais, pardon? Oui, genre. Attends, alors là, je pensais déjà... En fait, moi, j'étais arrivée
ok, bon, on va le tenter, etc. Alors, je Et sais là, que vous allez dire non, mais... ouais, et en fait, c'est la chance que j'ai parce que normalement, on dépose un CV, il y a pas le patron. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Il faut essayer d'avoir, on dépose un CV, il est mis sur le côté et puis on voit. Et en fait, là, j'arrive, je dépose un CV, c'est peut-être pas lui qui me répond tout de suite, mais elle doit le donner derrière. Je vois, j'insiste un peu, il me voit. Et en fait, ça s'est fait comme ça en un claquement de doigts quasiment. Bah, quand c'est la bonne personne, le bon moment, ça se fait. Les portes s'ouvrent, c'est ouf. Hein. Et donc voilà, donc après multiples... Et ce Denis, surtout, il a une carrure plus petite que d'autres hommes qui t'avaient dit non parce que tu n'as pas le physique pour. Donc lui, il peut comprendre que tu es tout à fait capable d'être boulangère à ton tour, c'est ça? Et en fait, ce qui est à ce moment-là, je réalise pas trop pourquoi, mais je comprends assez vite. C'est qu'en fait, Denis, il a la même carrure que moi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il est pas plus grand que moi, il est pas plus costaud que moi. Donc lui, il sait. Ouais, et là, je commence à travailler et je vois Denis qui est un peu comme moi. Il court partout, un peu hyperactif. Et en fait, c'est extrêmement inspirant parce que je trouve en face de moi quelqu'un euh, en qui je peux me projeter. Ouais. Et alors cet apprentissage est assez incroyable parce que je me rends compte petit à petit au départ, en fait, on sait rien faire. Quand on arrive en apprentissage en boulangerie, on regarde, on sait même pas tenir une pelle pour mettre au four, on sait pas, on comprend pas comment ça fonctionne. Il y a des recettes, mais à quel moment on arrête le pétrin? Enfin, la boulangerie, ça se ressent, c'est pas écrit. Et en fait, ce qui est magnifique à ce moment-là, c'est que je me rends compte que je mélange 3 ingrédients qui sont de la farine, de l'eau et du sel. On peut rajouter de la levure ou du levain, mais ça reste ces 3 ingrédients-là. Le levain, on le fait travailler, mais ça reste de l'eau et de la farine. Et ensuite, on fait chaque jour quelque chose d'un peu plus beau. C'est clair. Et on le rate. Et on le rate souvent parce que on peut pas... L'artisanat, c'est ça, c'est qu'on n'y arrive pas du premier coup, c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très beau dans l'artisanat, c'est qu'il faut être extrêmement humble sur ce qu'on arrive à faire, comment, et être humble sur le temps qu'on doit passer à refaire le même geste des milliers de fois, le temps qu'on comprenne vraiment à quel moment ça marche, à quel moment il se passe quelque chose. Ouais, c'est poétique. Il y a un truc un peu éphémère, un peu magique à ça. C'est dingue. Et donc à la fin de chaque jour, moi qui savais rien faire, voilà. Bah oui, et puis toute jeune. Et ouais, et là je repartais avec le pain que j'avais fait chez moi, chez mes amis, chez mes parents, et je leur montrais et je leur expliquais comment on faisait du pain, parce que personne ne sait faire du pain. C'est vrai. Et donc je savais quelque chose de plus que les autres, la fermentation, comment on travaille, et j'avais des choses à dire. C'était la première fois où j'avais envie de m'exprimer sur quelque chose qui me passionnait et envers lesquels j'avais des compétences. Enfin, j'apprenais chaque jour à avoir des compétences. Et en fait, donc cet apprentissage se passe et chaque jour, je maîtrise mieux le four, chaque jour, je maîtrise mieux la fermentation et puis au fur et à mesure, on gagne en confiance. Et qu'est-ce que j'apprends à ce moment-là? En fait, c'est la première fois que je suis fière de moi, que je suis accomplie, parce que c'est quelque chose qui, dans ma vie, finalement, ce que je voulais, c'est faire plaisir de façon extrêmement simple, enfin répandre un petit peu de bonheur, de bonnes choses d'une façon très simple. Et la boulangerie m'apporte ça. Oh, c'est beau parce que je vois à quel point, durant cet apprentissage, tu grandis, toi, intérieurement. À quel point... Mais c'est la clé de la confiance en soi, le fait de faire. Charles Pépin en parle très très bien dans un bouquin sur la confiance en soi. Et puis, on cherche tous à se faire aimer. Et toi, tu le fais, mais d'une manière tellement jolie, autour du partage. Je sais pas, je trouve que c'est magnifique. C'est trop bien la manière dont tu parles du pain. Alors que effectivement, le pain, c'est la chose la plus basique qu'un Français peut avoir et peut mettre sur sa table. C'est biblique, le pain, tu vois. C'est la base de tout et pourtant, c'est vrai, on sait pas du tout le faire. Non, et puis il peut y avoir, en fait, du bon pain, c'est incroyable, c'est magique. Ah ouais, vraiment. Et puis les gens savent quand c'est du bon pain. Ouais. Et donc, ma famille, elle voit aussi l'évolution. Les Français, en tout cas, parce que bon, j'étais aux États-Unis il y a pas très longtemps. Effectivement. Mais chez nous, c'est une religion. Le croustillant, etc. Et quand on comprend, là, j'ai mal cuit mon pain, il pleut, il est mou, là, je l'ai bien cuit, il est croustillant, et on voit tout de suite un résultat, en fait, très clair.
Et donc là, je me passionne pour le pain et ça, je sais que ça va devenir mon métier. Enfin, je veux que ça devienne mon métier. C'est ça, je me suis trouvée, c'est bon. Je travaille un petit peu donc, je vais passer assez vite, mais je vais en Australie. Je finis par faire un peu de pizza parce que je trouve pas la qualité de pain que je recherche. Et je voulais vraiment faire je voulais vraiment être fière de moi à la fin de la journée. Donc ça passe par les bons produits, les belles choses, etc. Mais j'ai quand même mon esprit où je veux être boulangère. Enfin, mon métier, c'est la boulangerie. Donc, je n'arrive pas à être boulangère en Australie, ou en tout cas pas de la façon dont je le souhaite. Donc, je fais de la pizza, je me prends de passion pour la pizza. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Ça doit vraiment être sympa d'être dans ton entourage. Le pain, les gâteaux, la pizza, mais qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? Tu es vigneronne aussi parce que je suis une bonne dégustatrice, mais je ne le fabrique pas. Mais tu sais que j'ai failli. En fait, on me demandait si j'allais faire du vin. Quand j'étais au Mexique, mais je me suis dit, bah non, Nina, il y a trop de cépages, tu seras pas capable de t'en rappeler. Donc, pars sur le pain. Ce sera plus simple pour toi. Tu sentais ton destin qui était vers le pain. Et là, voilà. Donc là, j'arrive ensuite, après être rentrée d'Australie, j'arrive à La Rochelle. Je rencontre Mathieu, qui est maintenant mon mari. Et je me prends, enfin voilà, on tombe fou amoureux et j'arrive à Paris, en fait, assez rapidement. Ok. Et je me suis dit, à Paris, c'est incroyable, c'est la grande ville, c'est la capitale, il y a énormément de travail, ça va être facile, je vais trouver les super boulangeries. Enfin, pour moi, je me suis dit, c'est génial. Ça va être la porte ouverte à la grande boulangerie française. Et en fait, t'as la main cliffhanger qu'on sent venir. Et en fait, rebelote. Et on me dit aussi, c'est une petite anecdote assez rigolote, mais on me dit aussi, oui, j'ai pas j'ai pas le physique, mais il y a le mari qui est au fournil et il y a la femme qui est en vente. Donc c'est souvent comme ça dans les Pagnol, quoi. Ça a toujours été comme ça, mais du coup, la femme ne veut pas voir une femme aussi dans le fournil avec son mari. Ok. Et c'est vrai que c'est vraiment une ambiance très masculine dans les fournils à l'époque. Et il y a vraiment ce côté où, non, ils sont entre ours. Et ça fait partie de leur... en fait, ils ont toujours été comme ça. Enfin, ils ont toujours travaillé comme ça. Ouais. Et c'est vrai que certaines habitudes sont dures à changer. Ouais. Et je me rends bien compte que finalement, toutes les portes se ferment. Waouh. Que je ne sais pas comment faire pour faire mon métier. Et je vois une autre opportunité où je me dis que si jamais, comme je vois plus de femmes en pâtisserie, que soit je deviens vendeuse et j'attends que ça arrive, soit j'apprends la pâtisserie et finalement je serai embauchée en tant que pâtissière. Et le jour où le boulanger sera malade ou en vacances, etc., je leur montrerai que je sais faire du pain, je les dépannerai, ils seront trop fiers de moi, ils seront trop contents et du coup ils me feront confiance, ils remarqueront que je sais faire et je gagnerai ma place en boulangerie comme ça. Ouais, déjà incroyable. L'épisode pourrait s'arrêter là. Tellement c'est fou. Donc tu dois, pas que évidemment, mais ta carrière qui est stratosphérique, un premier échec en fait. C'est fou. C'est fou l'envers du décor parce qu'on peut pas s'en douter, on te voit faire des merveilles. C'est tellement passionnant d'entendre. Et puis ça pose aussi la question du destin et tu vois, toi, t'arrivais toujours avec ta naïveté, avec un truc à l'intérieur de toi qui disait, je pense que j'ai raison. Oui. Mais parce que t'avais une sorte d'intuition, quoi, un truc un peu plus grand que toi. Je pense pas. Je pense vraiment, non, je pense que simplement, j'ai pas peur de rater. Ah. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose depuis que je suis petite, comme je rate tout le temps. J'ai l'habitude. Bah ouais. Et tu sais qu'on tombe, mais qu'on n'en meurt pas et que c'est pas un drame non plus. C'est ça, c'est qu'en fait, les échecs, enfin, ce sera pas un gros échec. Je sais que je le tente et que si jamais ça marche pas, en tout cas, ça marchera pas. Mais j'ai pas peur, ça va pas me faire mal de rater. Alors, ça dépend quoi. Il y a certains échecs. Là, à ce moment-là, je suis adolescente encore. J'arrive à Paris, j'ai 21 ans. T'es un bébé, hein. Donc, en fait, à 21 ans, j'ai encore toute la vie devant moi. Je me dis, au pire, et puis je bosse depuis toute
toute jeune. Je sais que je suis capable de gagner ma vie, encore une fois. Donc, si jamais il faut que j'aille faire des ménages, parce qu'il faut que et puis, je distribue aussi des prospectus dans la rue à ce moment-là, quand je cherche un travail. Enfin, je distribue direct matin, je fais plein de petits boulots qui me plaisent pas forcément, mais je suis quand même contente et fière de moi d'avoir gagné ma journée, ma vie, et d'être indépendante. Donc finalement, le côté financier, le côté réussite, c'est vraiment ce qui m'inquiétait plus, maintenant, c'est que je sais ce que je veux faire et je veux y arriver. Donc, essayons des chemins. Si je vois que ce chemin-là est fermé, j'essaye juste un autre chemin. Ah, c'est génial ton histoire, Nina. Je te jure, c'est fou. C'est complètement fou. Et la pâtisserie, tu te mets là-dedans, donc avec ton petit plan machiavélique de je vais pousser le le boulanger dans l'escalier, comme ça je devrais être au fournil à sa place. Mais en plus, toi, tu n'aimes pas les gâteaux. Non. Alors même déjà, au départ, je rentre même en viennoiserie, parce que la viennoiserie, c'est ce qui est donc encore plus proche de la boulangerie, c'est entre la pâtisserie et la boulangerie. Ah, je pensais que lorsqu'on n'était pas boulanger, on était les deux. Alors, les deux sont les deux. Les pâtissiers doivent savoir faire de la viennoiserie et les boulangers aussi. C'est vraiment le métier entre les deux. Ça s'appelle le tour. Ok. Donc maintenant, c'est une formation. Il y a une vraie formation pour le tour. Mais à l'époque, on apprenait dans la formation boulangerie-pâtisserie qui était d'ailleurs réunie au tout début. Ouais. Enfin non, pas sur toutes. Au début, moi, j'ai fait que boulangerie et que pâtisserie. Mais il y a certaines formations où il y avait un petit mélange. Ok. Bon, je sais plus exactement, mais... Et à ce moment-là, je commence à faire de la viennoiserie, donc j'arrive à essayer de rentrer tout doucement, mettre un pas dans des laboratoires de boulangerie. Ouais. Et là, je commence ma formation de pâtisserie. Et alors, j'aime bien la formation, je suis dans une bonne école, etc. Mais là, je travaille dans une excellente école, tu peux le dire. Oui. Je travaille. En fait, à ce moment-là, ça c'est grâce à ma mère, parce que en fait, je postule. Ma mère me dit, t'as la meilleure école à Paris, donc tu la tentes. Merci. Important de le dire quand même, Nina. Et donc, ma mère me dit, tu vas à Ferrandi, tu le tentes pour faire un CAP assez classique. Et là, ils me disent non. Et ma mère me dit, tu sais quoi, Nina, tu vas aller devant le bureau, tu vas te planter devant et t'attends qu'ils te reçoivent. Et moi, je fais, non, maman, vraiment, je vais avoir honte. Enfin, j'ai pas du tout envie de faire ça, en fait, non. Et ma mère me dit, écoute, t'as un truc en tête, tu le fais jusqu'au bout, Donc, tu attends. On a toute la même mère, c'est dingue. Non, vraiment, là, j'ai vraiment trop honte. Ça fait 4 fois qu'ils me passent devant. Ils voient bien que je suis là et ils m'ont même pas parlé. Donc, je vois bien que je dérange. Et en fait, au bout d'un moment, à la fin de la journée, ils ont dû voir que je m'acharnais un peu. Ils m'ont reçue et j'ai eu ma place à Ferrandi, alors que j'étais pas du tout prioritaire parce que pour un CAP, moi, j'avais déjà un bac et un CAP en boulangerie. Et ils m'ont dit en me recevant, mais vous n'êtes pas prioritaire parce que vous avez déjà assez de diplômes pour travailler. Et je leur ai dit, mais c'est pas vrai. Parce qu'en fait, pourquoi je suis là, c'est parce que je veux travailler et que je n'ai pas la possibilité de travailler. Regardez, je fais que des petits boulots. Et j'arrive pas à travailler en boulangerie. Et je pense que à ce moment-là, j'ai dû créer du lien avec la personne qui m'a reçue. Je crois que tu devais le ressentir aussi dans tes tripes. Et là, ils m'ont acceptée à Ferrandi. Et en fait, je travaillais dans une boulangerie de quartier qui était certes correcte, mais je passais mon temps tous les jours, je garnissais des macarons et je remplissais des éclairs. Et en fait, je me suis dit, mais vivement que je retourne en boulangerie. Vivement que ça s'arrête. C'est vraiment pas fait pour moi. J'aime pas ça, en fait. J'aime ni manger des gâteaux, ni les faire. Quelle arnaque! Quelle arnaque! Et puis là, c'est même pas faire des gâteaux, alors c'est très important d'avoir un macaron parfait. Pierre Hermé nous pas non, mais c'est chouette, mais il faut faire répétitif, quoi. Moi, je l'avais déjà vu en boulangerie. Si je faisais pas de la vraie qualité, où j'étais fière de moi du produit que je propose à la fin de la journée. Alors ça m'a quand même beaucoup appris parce que mine de rien, c'était très intéressant parce que comme je faisais toujours la même chose, il fallait que j'ai des challenges tous les jours. Et tous les jours, j'essayais d'aller un petit peu plus vite ou d'avoir une meilleure organisation. Et j'ai appris à être extrêmement efficace dans mes gestes. Et là, j'ai appris la rapidité de mes gestes. J'avais le temps de calculer, de compter le nombre de secondes que je prenais chaque geste, combien. Et donc, je calculais toute ma productivité pour être le plus rapide possible, le plus efficace possible, essayer que tous mes mouvements soient... Parce que j'avais le temps, je connaissais ce que je faisais par cœur. Donc, j'avais le temps de réfléchir à... Et donc, ça m'a appris énormément. Parce que là, j'ai appris cette rigueur. Pas vraiment la rigueur, mais on va dire la rapidité d'exécution et l'organisation que je pouvais avoir. Moi, enfin, une évolution. Je me construisais mon évolution avec finalement des choses assez simples. Et ça m'a appris à aimer
cette répétition du geste. Ça m'a appris à voir les progrès qu'on peut avoir en répétant un geste, en réfléchissant à ce qu'on fait, en gagnant quelques millièmes de secondes à chaque fois, on gagne des heures à la fin de la journée. Ouais, comme un athlète, quoi. Tu étais en train de travailler ça. Et donc, tu es dans cette boulangerie-pâtisserie de quartier. Ferrandi, c'est extrêmement exigeant. Il y a pas mal de femmes avec toi ou parce que je sais que c'est un milieu qui est très compliqué aussi. Alors, en pâtisserie, à l'école, il y a beaucoup de femmes. Ok. Donc, à ce moment-là, je suis à Ferrandi. J'aime beaucoup Ferrandi. Je rencontre d'ailleurs des super amis qui sont encore mes amis maintenant. Et en fait, je postule dans tous les plus grands hôtels ou restaurants que je peux, comme d'hab. De toute façon, je sais que je serai pas prise, donc autant y aller à fond. Et donc, en fait, là, je suis prise au Meurice. Incroyable. Et ce qui était incroyable, c'est qu'en fait, je me suis dit, ils vont remarquer que je suis une arnaque un jour. Et je vais me faire virer à tout moment. Parce que moi, j'avais appris à l'école à faire des petites quantités de crème pâtissière, etc. Mais là, j'arrive au Meurice. En fait, je rencontre Camille Le Sec. J'ai un entretien avec lui un soir, après le service, parce que moi, j'embauchais à 23h dans ma boulangerie précédente. Lui, il finissait le service et il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un rapidement maintenant. On était en mai. J'allais passer mon examen, mais j'avais même pas encore mon CAP. Et je lui dis, en fait, j'ai pas encore passé mon CAP, je suis en mai, je veux pas louper cette chance, c'est la chance de ma vie. Je vais expliquer à mon ancien employeur que j'ai une opportunité de dingue. Et finalement, il a été plutôt sympa avec moi, il m'a laissé partir avant, ça s'est bien passé, bien terminé. Et moi, j'arrive au Meurice, un peu du jour au lendemain, je suis en train de vivre un rêve éveillé. Je me dis, mais waouh, ils ont tous des tocs, ils sont bien habillés, bien propres et tout. Ils appellent oui chef. Enfin, moi, je sors d'une boulangerie où c'est, vas-y, passe-moi le truc avec des t-shirts qui n'ont pas de forme. Voilà. Et là, j'arrive dans l'excellence parisienne de ouf. Et je me dis, profite de chaque instant, Nina. Le jour où ils remarqueront qu'en fait, t'es une grosse arnaque, tu te feras virer. Donc, apprends au max, ok? Chaque jour est une chance. Et donc à ce moment-là, j'aime toujours pas forcément les gâteaux. Et moi, je suis quand même, on reconsidère. Faut se rappeler que moi, je suis une boulangère. J'ai été formée en boulangerie. J'envoie de la quantité. Je suis une grosse bourrine. Je ne suis ni patiente ni minutieuse. Je suis une pile électrique qui court partout, qui balance, qui fait tomber tout par terre. Et je me rends bien compte que là, il demande tout l'opposé de ce que je suis. Il nous demande d'être patient, minutieux, concentré, appliqué. Et là, je me dis, waouh, ok. Donc, maintenant, je voyais juste au jour le jour, et je voyais bien que tout ce que j'entreprenais, c'était compliqué. Donc, je me faisais gronder, mais je m'en fichais parce que je savais que, j'avais l'impression que c'était la dernière fois que ça allait être fini et que mon rêve allait s'arrêter, en fait. Et en fait, un jour, si j'ai eu un déclic qui est important, où je me suis dit que je voulais rester, parce que ça a été quand même. Je me suis demandé si j'étais à ma place, etc. Alors, je me voyais pas partir, j'attendais juste qu'on me vire. Mais j'ai goûté cette tarte citron qui était incroyable de Camille Le Sec, qui était le chef pâtissier de l'époque, avec Yannick Aleno, qui était le chef des cuisines. Et là, je goûte cette tarte citron et je me rappellerai toute ma vie, je me rappelle de toute cette tarte citron comme si c'était là. Elle est belle, elle est translucide, il y a de la lumière un petit peu, on voit la meringue qui a l'air d'être extrêmement légère, on a les petits segments de citron brillants. Et là je croque dedans et on a tout ce côté là où on a le goût, on a l'odeur, on a la texture, on a le bruit de quand ça croque, on a le goût. En fait, il y a tout qui est réuni et là je retrouve, c'est la première fois de ma vie que je goûte un dessert aussi bon. Waouh! Et là je me dis en fait la pâtisserie ça peut être bon et je peux procurer les émotions avec un gâteau comme j'arrive à procurer des émotions avec du pain. Ouais, parce que ça retourne à quelque chose de la joie enfantine en fait, les couleurs, la texture. C'est surtout les 5 sens de l'émotion. Totalement. Quand on est chaque personne, on a quelque chose. Pour avoir une émotion, il faut ces 5 sens qui soient réunis. Enfin, pour avoir une émotion quand on mange des desserts. Les 5 sens qui sont réunis. Et après, il se passe du coup le 6e sens. Et là, c'est quelque chose où quand c'est réussi, on a ce 6e sens-là qui est l'émotion qu'on met par-dessus, qui est impalpable et qui fait que il se passe quelque chose. Tu sais que je trouve ça incroyable, l'odeur, les odeurs sont intimement reliées à la mémoire.
Et la mémoire olfactive est l'une des mémoires les plus puissantes qui soit. Même un bébé intra-utéro, ouais, déjà ressent ce qui se passe chez sa maman. Et le goût aussi, parce ils peuvent sentir aussi le sucre, etc. qu'il peut y avoir. Oui, t'as raison. Je crois. Hein. Oui, justement, on te dit si tu veux que ton bébé soit un peu plus calme, arrête de manger du sucre, ou à l'inverse, pour te rassurer. Ouais, t'as raison. C'est fou ce que t'es en train de décrire. Et puis, bon là, je suis peut-être un peu perchée, mais la couleur jaune, c'est la couleur de la joie. Et toi, que ça fasse un sorte de déclic sur une tarte au citron, je trouve que c'est génial. Ça fait trop sens, quoi. C'est trop bien. Surtout qu'en plus, moi, je suis vraiment... Alors, la tarte citron, c'était vraiment au départ un dessert que je déteste. Ah ouais. Parce que j'aime pas l'acide, j'aime pas quand c'est trop sucré. C'est vraiment... Ouais, c'était à l'opposé de ce que j'aimais manger. À la limite, si on me donnait une tarte à thym, j'ai toujours plutôt apprécié les tartes à thym. Mais ça restait très... ou les crumbles. Ouais. Ou juste des fraises avec du sucre et de la chantilly. Mais c'était les seuls desserts que je mangeais. Et là, je découvre ce dessert et je me dis que moi aussi, maintenant, je veux procurer ça à quelqu'un. Et surtout, je veux être fière et pouvoir le montrer à ma famille. Je veux leur donner accès à ces produits incroyables. Donc, je veux pouvoir les réaliser pour les faire pour eux. Oh, c'est trop mignon de penser à ça. Et voilà. Et donc, à ce moment-là, j'apprends au Meurice, mais chaque jour est extrêmement difficile parce que j'essaye de pas montrer que je sais pas, je refais, je recommence, etc. Et c'est vrai que j'ai de la chance à ce moment-là d'être accompagnée de Mathieu, qui, quand je rentre en pleurs tous les soirs parce que j'ai l'impression que je suis nulle et que je vais jamais y arriver, il me dit, mais non, t'inquiète, t'es encore là, retourne-y demain. Demain sera une meilleure journée. On y va. Et moi, je me dis, ok, vas-y, on y retourne. Et là, je marche dans Paris, je vais prendre le métro, je sors place de la Concorde et je me dis, mais quelle chance t'as, en fait. Ouais. Tu vas au Meurice, tu vas dans un des plus beaux établissements du monde, alors que t'arrivais même pas à rentrer dans une boulangerie il y a 1 an, et là, t'es au Meurice. Ah, ça me fout des frissons, c'est vrai. C'est un endroit qui est féerique, qui a habité tellement de potins, de stars, c'est fou. Et là, je servais, c'est ça, on sait pas toujours qui on sert, mais je servais des gens, mais qui étaient, c'est improbable. C'est des murs chargés d'histoire. Improbable. Voilà. Et donc là, c'était vraiment une période et à ce moment-là, je me suis jamais dit que je serais pâtissière. Peut-être au moment où j'ai mangé la tarte citron, et encore, parce que je me sentais pas encore capable de la faire. Cette meringue au-dessus, pour la faire parfaitement bien, ça m'a pris des mois, voire années. C'est dingue, alors qu'on se dit, bon, une meringue, a priori... Ah non. Non. Mais en fait, c'est l'artisanat, c'est qu'en fait, on peut faire une recette, mais avec une seule et même recette, il peut y avoir autant de façons de faire, autant de la texture, à quel moment on va arrêter de foisonner, juste la vitesse avec laquelle on va foisonner. Tout joue sur le goût, sur la texture, sur tout ça. Et c'est justement ça que l'excellence. L'excellence, c'est pas la recette, c'est pas le gâteau. L'excellence, c'est il y a le cadre, donc on va avoir la recette, on a le cadre, comment on va la faire, etc. Ensuite, on va avoir la maîtrise des bases. Donc il faut que je sache faire la base d'une meringue ou une crème citron. Mais ce sera une meringue ou une crème citron basique. Ouais. Même avec une bonne recette. Qu'est-ce qui va donner le petit truc en plus ? Ça va être l'engagement qu'on va mettre en faisant cette tarte citron. On va regarder à quel point j'arrête la cuisson, comment je vais zester mon zeste, est-ce que je vais rajouter un petit peu plus de zeste ou pas, combien de temps je vais l'infuser. Et ça, en fait, la recette, elle dit pas tout. Ça va être, je vais attendre cette petite bulle, mais je mets mon feu plus ou moins fort, je vais l'adapter. Donc, il y a cette adaptabilité-là à avoir. Qui est très importante, l'adaptabilité. Et ensuite, on a la lucidité. Comment elle est ? La lucidité, waouh. Et est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle est pas bien ? Ouais. Et il y a quelque chose qui est important et que je répète à mes équipes aussi. Attends, excuse-moi, il y a Tara qui valide la tarte au citron. Tara, t'aimes dodo. bien la tarte citron, toi aussi ? Elle est très gourmande, apparemment, c'est tel maître, tel chien, donc... Pardon. Tu dis souvent à tes équipes ? Et je dis souvent à mes équipes... il faut souvent la lucidité, ou la remise en question, c'est quelque chose qu'on a mal fait. Mais c'est pas ça, parce que si on regarde que ce qu'on a mal fait, on n'a plus l'énergie pour faire quand on a besoin de trouver les solutions quand on se retrouve face à un problème. La lucidité, c'est je me suis améliorée aujourd'hui. Là, ma meringue est mieux qu'hier. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mieux j'ai changé un process qui a fonctionné. Donc, je vais garder ce process-là. Ça, je suis fière de moi d'avoir un peu mieux réussi. C'est peut-être pas parfait. J'ai peut-être ça à améliorer. Mais là, je me suis améliorée. Donc, j'ai
ce sentiment quand même de fierté où je me nourris de choses positives. Et à côté de ça, je vais pouvoir voir aussi, là, tu vois, t'aurais peut-être dû foisonner un peu plus longtemps, ton pochage, il est pas très beau, t'aurais dû te concentrer un peu plus, etc. Donc, tellement juste. Mais même chez les jeunes enfants, ouais. Dans l'éducation, surtout en France, on a tendance à, tu sais, on note dans une dictée les fautes, etc., au lieu de dire, regarde tous les mots que t'as eu bons, quoi. Oui. Et d'être capable de dire, là, ce que t'as fait, c'est génial. C'est donner une bouffée d'espoir et de force pour aussi entendre les choses à améliorer. Et c'est souvent comme ça qu'on a envie de faire encore mieux, parce qu'on a envie de continuer à faire plaisir à la personne qui nous apprend en disant regarde comme j'écoute ce que tu me dis, etc. Et même pour soi, c'est qu'en fait, il y a cette fierté où on connaît le chemin, on a envie de s'engouffrer dedans, on a envie de continuer. Ouais, challenge. Et je sais où est mon erreur, donc du coup, je sais que la prochaine fois, ça va être encore mieux. Donc, on a toujours hâte, quand on a ces deux côtés-là, on a hâte de recommencer. Ouais, et à partir du moment où on a hâte de recommencer, même si on a fait des petites erreurs, on pourra faire que mieux. Et la lucidité vient avant la remise en question, et la remise en question, c'est l'action qu'on a face à cette lucidité. Donc ça, c'est important. Waouh, ça, c'est un conseil que tu donnes qui peut s'appliquer... Tu valides, qui peut s'appliquer à absolument tous les domaines. Ouais. C'est hyper intéressant parce que tu le dis, tu gardes en toi une certaine énergie pour mettre en action ce qui doit être changé ou amélioré. Et effectivement, quand on est à s'auto-flageller, à se dire j'ai raté ça, on est dans une énergie qui n'est pas la bonne du tout et qui tire plutôt vers le bas. Ok, je retiens ce bête de conseil, même en sachant pas vraiment bien cuisiner moi-même. Non, mais je pense que ça s'applique pour tout quand on arrive vraiment avec un état d'esprit positif malgré... et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche chez nous. Et peut-être qu'on va le voir, je dirais peut-être après, parce que je pense que le deuxième sujet auquel on va parler, peut-être l'apportera mieux. On en a 18 à ce stade. Mais en fait, c'est extrêmement important comment on aborde les choses. Ouais. Et notre prisme sur les événements de la vie. Ce qu'on peut choisir, en fait. Aussi. On peut choisir. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas choisir, mais déjà, si on prend en main tout ce qu'on peut choisir et qu'on choisit de le façonner comme on a envie, déjà, on a déjà fait énormément et on peut déjà... parce que si on prend simplement ce qui nous vient, je prends les bonnes choses ou je prends les mauvaises choses, on est passif. Donc, dès qu'on arrive dans l'action, on peut... on a possibilité d'agir sur plein de choses. Par contre, il faut aller attraper les choses pour aller les moduler ensemble et faire en sorte que ça nous convienne, etc. Et après, les choses qu'on a modulées, son petit château fort ou alors sa petite montagne, sa pyramide ou ce qu'on a envie, on a la possibilité, on a les mains libres parce qu'on a attrapé tout ce qui était bien pour le construire. Une fois que quand c'est bien construit, quand il y a un orage qui arrive, on a le temps de prendre son parapluie pour aller se couvrir. Mais il faut avoir le temps de prendre son parapluie. Et dans ce cas-là, il faut avoir aussi, faut s'être nourri de... Donc toi, tu es au Meurice et là, tu es en train de grandir puissance 10 000 sur la manière dont tu vois les choses, ta force de frappe au travail, etc. Tu deviens extrêmement résiliente aussi à cette époque-là. Alors là, oui, à ce moment-là, je suis, on va dire... résiliente face aux petits échecs que je peux avoir au quotidien. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que je vois tellement, et nos métiers sont tellement beaux pour ça. Tous les métiers d'artisanat, c'est qu'on fait de nos mains, on construit, on a un résultat et on voit vite le résultat de nos erreurs ou de nos réussites. Oui. et c'est vrai qu'on a la possibilité d'évoluer dans ce métier relativement vite parce qu'il suffit de vouloir évoluer pas pour y arriver, mais ça demande beaucoup de travail et ça demande simplement du travail, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de... ce qui est trop beau à ce moment-là, c'est que je me dis quand même, Nina, t'as une chance inouïe de pouvoir être dans un établissement comme ça où t'es payé pour apprendre. Moi, à cette époque-là, j'ai des amis qui payent des études extrêmement chères, qui travaillent comme des dingues la journée dans les facs ou dans les écoles, et ensuite elles ont des choses à rendre, elles travaillent le soir, la nuit aussi, le week-end pour payer leurs études. Enfin, c'est quand même extrêmement difficile la vie d'étudiant. Alors, moi, je travaille beaucoup, certes. Je cumule aussi 2 emplois parce que je travaille en extra les week-ends pour apprendre plus. Parce que je me suis dit, mais j'ai été prise dans un endroit à la Grande Cascade en extra à ce moment-là. Mais je me dis, mais quelle chance, Nina, c'est pareil. Tout ce qu'on me donne, je le prends parce qu'en fait, avant, on m'a tellement fermé des portes que dès qu'on m'en ouvre, je m'engouffre dedans et je le prends avec...
Et donc là, je travaille vraiment beaucoup parce qu'on me donne l'occasion de travailler. Et pour moi, c'est vraiment la révélation, c'est que ça y est, on me fait confiance, on me donne des missions, et on me donne l'opportunité de travailler dans ce que j'aime. Ok, ça change tout, en vrai. Ouais. Sur ta capacité de travail lorsque ça part de la joie de faire un truc que t'adores, ça change tout. Les heures de travail sont tellement différentes. Ouais, puis après, on c'est surtout que j'estime ce qu'on me donne. C'est d'un côté j'aime et d'un côté c'est dur aussi parce que je suis quand même dans un moment où je suis en apprentissage, donc je suis très loin d'être fière de moi tous les jours, où je suis très loin c'est d'être. un métier qui est très dur. Hein. Voilà, je suis pas sûre d'aimer forcément à ce moment-là. Est-ce que j'aime vraiment faire les gâteaux ou est-ce que j'aime surtout le fait d'apprendre des connaissances ou de me rendre compte que finalement je suis pas si mauvaise, que je peux avoir un peu de patience, que je vois mon évolution comme je partais de très bas. Finalement, l'évolution est palpable. Et voilà, donc là, je suis au Meurice, je travaille pas mal à la Grande Cascade en parallèle et j'arrive à l'hôtel Raphaël où je prends mon premier poste de chef avec Amandine Chéniaud. Donc je passe 2 ans là-bas, je commence à construire mon équipe, je construis mon équipe. Qui est un hôtel de luxe mythique aussi, parisien, pour ceux qui le connaissent pas. Incroyable donc, cet hôtel. Hyper émouvant ouais. de faire tes premières armes, là, ça y est, sans le filet. Ouais, c'était l'hôtel de Serge Gainsbourg où il a habité là-bas. Il y a que des gens extrêmement, beaucoup d'artistes, donc on sert ces gens-là. C'est un hôtel très intimiste, très petit, où c'est très familial et il y a une ambiance extrêmement bienveillante où je peux apprendre en toute bienveillance. C'est dur, mais en tout cas, parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Hein. J'ai un poste on me propose ce poste-là, mais je sais que j'ai pas encore les compétences pour, mais je sais que je vais devoir travailler en plus pour les acquérir. Ouais. Et ça, je me dis, ok, on te propose ça, Nina, tu ne peux pas refuser. Impossible. Tu le prends et tu bosses. Et après, tu te tais, ok? Donc, fake it until you fucking make it. Voilà. Ouais. Et j'ai une super équipe. Il y a vraiment, je travaille jour et nuit. J'essaye de faire de la créa, etc. Wow. Et donc c'est mes premiers desserts, mes premières créations à ce moment-là. Et puis et puis après, au bout de quelques années, il y a Jean-François Piège qui m'appelle et qui me propose d'être sa chef pâtissière pour l'ouverture du grand restaurant. Waouh. Je me dis waouh. Je te tiens au courant. Bah non, mais je me dis tu peux pas refuser en fait. C'est incroyable. Jamais. Avoir accès à cette cuisine, travailler aussi haut de gamme à la recherche d'étoiles avec une ouverture. En plus, une ouverture, c'est passionnant. Une ouverture, c'est on construit l'histoire en fait. Ouais, c'est vrai. Moi, bien sûr. j'ai cette tendresse pour le grand restaurant parce que je l'ai connu avant que tout soit construit, parce que on a décidé de mettre ça à cet endroit-là, parce que j'ai mis les premiers ingrédients dans les postes de travail, parce qu'on a eu cette première clientèle, on a fondé cette première équipe et après, en fait, ça a une saveur très particulière. C'est extrêmement dur et ça permet de se souder parce que dans quel moment l'équipe se soude, dans quel moment on apprend, c'est quand c'est dur. Si c'est facile, clair. Ça veut dire que on aurait dû aller plus loin. C'est ça, c'est la marche. Dès qu'on le sent, dès qu'on sent que c'est facile, ça veut dire qu'on n'est pas au bon endroit, je pense. C'est toujours comme ça. Tu l'as prouvé dans ton parcours. Chaque fois, il y avait une petite marche franchie. Ça doit être tellement émouvant, ce moment-là. Et puis toi, tu le vois de manière tellement joyeuse et belle et optimiste en disant « Oh là là, on me redonne ma chance, etc. » On peut aussi le voir en se disant « Attends, il y a quand même pas... » Il n'y a pas de hasard qu'à chaque fois, on te propose des postes de plus en plus prestigieux. C'est que tu es excellente et que tu fais plus que tes preuves à chaque fois, quoi. Alors, je me suis jamais posé la question, mais je pense que peut-être que je suis engagée, en tout cas, ça je sais. Moi, je me permets de le dire d'un point de vue extérieur. Ouais. Non, mais c'était une expérience incroyable. Et là, c'est vrai que j'ai accès et en plus, Jean-François Piage est vraiment un puits de savoir. Wow. C'est une personne qui a des connaissances extrêmement dingues sur sur la cuisine, sur les techniques, etc. Et là, j'apprends même la philosophie, on va dire, c'est vraiment une période où j'apprends énormément, où on a accès à beaucoup de visibilité aussi, ce qui me permet d'avoir des beaux titres à ce moment-là. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir été nommée pâtissière de l'année en 2016 par le magazine Le Chef, qui est une très très belle reconnaissance dans le monde de la cuisine. C'est
une des plus belles reconnaissances. Pâtissière de l'année aussi par le guide Goemio. Waouh. Grâce à cette belle visibilité, on a les projecteurs sur nous, donc il y a une pression énorme parce que moi je sors de mon hôtel. Enfin, finalement je sais pas ce que je fais là, encore une fois. Mais c'est clair, tu disais ton petit hôtel intimiste, le petit cocon un peu réservé, et puis en plus de ça, se dire, punaise, Jean-François Piège me fait confiance, mais tu peux pas le décevoir du tout, et tu dois te mettre une pression double. Après, on est une équipe là, qui après... Ouais, la pression, oui, et en même temps, on fait ce qu'on peut, notre mieux sur chaque geste. Mais c'est un peu ça l'excellence. Chaque geste va être fait de toute façon au mieux. Ouais. On va faire des erreurs et on a cette lucidité et cette remise en question après. Mais c'est très mathématique. Et en fait, la pâtisserie m'a appris à être extrêmement organisée et carrée, mais aussi dans la réflexion et de savoir prendre un peu de recul. Et à ce moment-là, surtout, j'ai une chance inouïe. C'est que Mathieu, il me suit dans ses aventures et je travaille comme une dingue. Et lui, il m'accompagne, il me pousse, il me soutient. Ce qui est pas toujours évident. J'ai une famille, un entourage qui est extrêmement, qui à ce moment-là ils sont encore là avec moi. Mes amis ne m'abandonnent pas alors que je les vois pas. Enfin, il y a quand même, parce que quand on met toute sa vie au service de son travail, moi je travaillais de 6h du matin à minuit. Enfin, c'est donc. Et c'est 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 quand il y a des événements ou des extras. Wow. Je ne vois pas Mathieu pendant plusieurs années quasiment. C'est tellement important, c'est un sujet, tu vois, je me dis qu'il faudrait même en faire un hors-série. Le fait de bien choisir son compagnon, et encore plus en tant que femme, c'est primordial. Moi, tu vois, j'ai 34 ans et j'ai pris la décision de prendre mon temps jusqu'à ce que je trouve la bonne personne qui a une énergie optimiste comme moi, qui ne se sent pas écrasée par peut-être plus de lumière de mon côté, etc. Parce que je l'ai vécu par le passé. Au départ, on essaye de tirer l'autre vers le haut. Ça nous enlève toute notre lumière, toute notre énergie. Et en tant que femme, c'est vraiment la clé de choisir la bonne personne. Je suis tellement heureuse que tu aies pu rencontrer quelqu'un qui t'ait accompagné, soutenu et poussé aussi depuis l'époque La Rochelle. Qu'est-ce que c'est précieux d'avoir cet entourage-là, quoi. C'est génial. Et surtout il me dit, voilà, si c'est trop pour toi, on arrête tout. On change et on... Pas de pression non plus à devoir... Et je suis là pour toi, je te protégerai. Et c'est vrai que c'est... Même lui, ma famille, mes amis, et c'est vrai que cet entourage-là, et moi je pense qu'on le choisit aussi. Et je pense que c'est important de le choisir. Pitié. Ouais. C'est ce que tu dis, c'est important de le choisir. On a le pouvoir de le choisir. Vraiment. Et même si on peut avoir des amis ou de la famille qui sont pas forcément, à certains moments, alignés, etc., on a le droit aussi de prendre du recul, etc. En fait, il faut penser à soi d'abord avant de prendre soin des autres, parce que tant qu'on n'est pas bien soi, on n'aura pas l'énergie de prendre soin des autres.